Donc en fait, on va commencer par évoquer la question du travailler ensemble, qui est vraiment un sujet très très important et donc du coup s'inspirer voilà, de personnes qui font des choses sur le terrain, qui ont réussi à mettre en place ce travailler ensemble et qui vont pouvoir en témoigner à la fois sur comment on s'y prend, quels sont les freins, euh, qu'est-ce que ça apporte à la fois pour les professionnels de santé, pour les patients bien sûr. Donc du coup Alain Toledano est avec nous. Donc Alain Toledano, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est cancérologue radiothérapeute. Il a créé il y a 2 ans, 3 ans, l'Institut Raphaël, la maison de l'après-cancer qui est à Levallois. Alain, du coup, je vais te laisser compléter un petit peu la présentation si tu veux rajouter deux, trois choses te concernant et concernant l'Institut, bien sûr. Et puis nous, voilà, nous partager cette expérience du travail ensemble, puisque l'Institut Raphaël est quand même un lieu encore assez unique en France en termes de travailler ensemble, justement. Merci Christine. Bonjour à tous. Merci à Patricia, à Ressenti, à Christine et à tous ceux qui mettent beaucoup d'énergie à modifier notre culture positivement. Alors effectivement, moi je m'occupe d'un centre de radiothérapie qui s'appelle Hartmann, qui traite 3600 nouveaux patients par an chaque année, dans l'ouest de Paris, à Levallois. Et on a des spécialités très techniques, enfin, qui nous intéressent à nous techniquement, c'est la robotique en radiothérapie. Et je m'occupe également d'un réseau de cancérologie sur l'ouest parisien et les Hauts-de-Seine, qui comporte 8 établissements de santé. Voilà. Et c'est vrai que comme tout le monde ici, hein, je crois, on s'est rendu compte avec nos équipes qu'il y avait finalement un décalage entre l'offre de soins et la demande. Et alors, on a essayé, nous, de construire notre offre et que chacun, je pense, essaye de construire chez lui, qui s'appelle l'Institut Raphaël. Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Donc, on a fait cohabiter dans un bâtiment à la porte de Champéret, à Paris, à Levallois, tous les acteurs de soins médicaux, paramédicaux, et on va avoir l'occasion d'en parler, ainsi que de la manière dont ils travaillent ensemble. Donc, des sophrologues, sexologues, nutrition, psychologues, acupuncture, reiki, art-thérapie, enfin bon, on a 30 disciplines et 80 soignants qui travaillent main dans la main, et on va co-construire avec chaque patient des parcours d'accompagnement coordonnés qui sont orientés vers la nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être et le retour à l'emploi. Et donc, ces parcours sont offerts gratuitement aux patients via une association dont on parlera et sont évalués ainsi en 2 ans et 3 mois. On a pu offrir 22 500 soins évalués à plus de 1900 nouveaux patients. Et donc, l'idée, c'est, comme tout le monde le partage ici, passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Alors, je regardais la vidéo initiale qui est très bien faite. On dit qu'il y a encore quelques CHU qui font de la santé intégrative. Et finalement, ce serait bien qu'on adresse des patients près de chez eux pour étoffer le parcours. Et en fait, comme votre action est brillante et je m'y inscris, je suis dedans avec vous, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on ait forcément ce message. Si on fait de la santé intégrative, il faut intégrer le parcours de santé et pas laisser le CHU faire de la santé noble avec une santé moins noble, désaxée géographiquement et qui se fait de façon éparse. Et donc, c'est ce qui va être intéressant dans la discussion de nos modèles et du travailler ensemble. C'est-à-dire, quitte à ce qu'on porte le drapeau et à ce qu'on défende les valeurs d'une santé intégrative, c'est plutôt le patient le centre et ce n'est pas le CHU et ce n'est pas le parcours médical. Et je vous dis ça en tant que médecin et très simplement, le médecin n'est que le maillon d'une chaîne qui le dépasse et c'est le patient le centre de la prise en charge. Voilà, je ne veux pas être trop long pour l'entrée et je pense qu'on aura à discuter. Alors donc du coup, pour revenir sur ce travailler ensemble, donc tu disais 80 personnes avec des statuts et des profils et des cultures totalement différentes. Est-ce que tu peux détailler peut-être un petit peu plus donc, qui sont ces 80 personnes et comment la mayonnaise réussit à prendre et comment les interactions se font? Quels sont les échanges médicaux, non médicaux? Voilà, comment tout ça s'articule. Alors, à partir du moment où on considère que ce n'est pas la maladie qui prime, mais le patient, il a une infinité de besoins. Et donc, on va avoir besoin de toutes ces compétences. C'est vrai qu'on a souvent nos réseaux de soins médicaux, on travaille en ville avec quelques acteurs de santé,
qu'on connaissait. Donc chacun avec ses réseaux, chacun avec ses capacités. Et on se rend compte finalement que le lien entre les différents professionnels n'est pas forcément assuré. Et en plus, une dimension que nous, médecins, nous n'évaluons pas toujours à sa juste mesure. Il y a souvent une précarisation des acteurs de santé qui ne sont pas médicaux parce qu'il n'y a pas de remboursement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut rembourser 20 ans un antidépresseur, mais pas une séance de psychologue. Alors qu'on sait, dans ma discipline à moi, la cancérologie, on a 3 800 000 personnes qui ont ou qui ont eu un cancer. Et on sait bien que eux, leurs aidants, leurs familles sont tous altérés. Il y a une rupture psychosociale, une fragilité. Et donc, on va avoir d'un côté les médecins avec des actes techniques remboursés et des fois des actes qui sont faits sans avoir finalement de justification. Et de l'autre côté, des acteurs de santé qui donnent du temps. Et on sait que le temps, c'est la qualité aussi. Il n'y a pas que la technique et qui ne sont pas forcément pris en charge. Donc, on voulait d'une part lutter contre cette précarité des soignants qui sont des soignants à part entière, et d'autre part créer des cohérences dans les parcours et les évaluer parce qu'il ne suffit pas de dénoncer, de de la valeur à cette action de santé intégrative. Ensemble. Alors, je vous donne un exemple. Cette dame-là, qui à la consultation, à 42 ans, a un cancer du sein, a reçu sa première chimiothérapie qui se passe plutôt bien. Et quand je la revois 8 jours après, elle s'effondre en larmes. Elle me dit, en fait, ça m'a fait penser à ce que j'ai vécu il y a 3 ans, quand ma fille de 5 ans s'est fait violer par mon père. Voilà. Alors ça, c'est 2, 3 fois par jour qu'on nous dépose sur la table, peut-être parce qu'on a l'impression qu'on est capable de l'entendre. Alors, est-ce qu'on est apte à le gérer, c'est autre chose. Des espèces, ce qu'on appelle nous des bombes. Si vous exercez tout seul dans un cabinet, c'est un peu complexe. Si la patiente, elle est d'emblée prise en charge avec un accompagnement d'ensemble, alors on a effectivement sur site 8 psychologues, une médecin psychiatre, on a tout le pôle, les sophrologues, les naturopathes, les réflexologues. Il y a une quantité de soignants qui ont un socle commun, qui travaillent ensemble et qui savent qu'est-ce que chacun va pouvoir apporter. Déjà, un temps d'écoute, une écoute active, une reformulation, arriver à mobiliser des ressources. Et ensuite, chacun sait ce qui se passe chez l'autre parce qu'il y a eu un apprentissage du travailler ensemble. Au début, quand on gère un inceste, c'est sûr que la psychologue, elle ne sait pas ce que va pouvoir faire la danse thérapeute en psychocorporel. Donc, on a des réunions de concertation pluriprofessionnelles où on discute du patient et vous allez avoir finalement des tours de table assez intéressants sur les troubles du sommeil, l'agenda du sommeil, le mouvement dansé de l'art thérapeute, le MDR pour gérer le traumatisme, le FT, la relaxation, la cohérence cardiaque, le programme nutritionnel, les mécanismes de défense. Donc, on voit que non seulement nous, médecins, nous n'en avons pas la maîtrise, mais en plus que toute cette infinité de besoins existe bel et bien, et que si on commence à dessiner un parcours au patient, à aller dans un département différent, voir la bonne personne tous les 7 jours au gré des possibilités de rendez-vous, finalement, c'est encore et encore le patient qui doit s'adapter, qui doit financer de sa poche, et puis qui doit s'auto-construire avec un peu d'aide son parcours. Et c'est pour ça que le modèle dans un espace bienveillant de faire vivre tout le monde ensemble, à mon avis, c'est ce qu'on voit, hein, les soignants, les 3 premiers mois à l'Institut Raphaël, ils veulent être eux-mêmes dans l'Institut, exercer leur discipline au sein de l'Institut. Et ensuite, ils commencent à se dire, mince, on m'a demandé d'évaluer, je vois bien que tout le monde évalue les actions, on a des réunions d'évaluation, ben, on va essayer à chercher à améliorer son évaluation. Et au bout de 6, 8 mois, on cherche à cultiver ces transversalités et on voit les soignants se transformer au contact des autres. Et nous, en médecine, on a tous fait des gardes ensemble, on sait gérer un infarctus, un accident vasculaire, une occlusion intestinale. Mais quand des cultures différentes, la naturopathe avec l'art thérapeute et la professeure d'activité physique adaptée, ont jamais cohabité, en Alain, peut-être couper votre vidéo fait. parce que votre voix est coupée. Le son n'est pas très très bon en effet. Et c'est là où on va avoir des beaux programmes, des parcours par symptômes. C'est avec ce travailler ensemble On a qu'il faut perdu qu'on Alain. fasse aujourd'hui, à mon avis, le
enfin, tout beau en ça, quoi. Voilà. Est-ce que vous Euh, m'entendez? oui, ça y est, c'est revenu de manière plus fluide. En effet, ça a bugué un petit peu. Euh, En termes Alors moi, je suis connecté. est-ce que tu entends, toi, quand on parle? Ah, du coup, Il a Alain, disparu. je pense il va se reconnecter. Voilà, c'était un essai. Est-ce que tu nous entends, Alain? Je suis revenu, Christine. J'ai coupé ma vidéo parce que j'avais un problème de connexion. Je vais essayer de me reconnecter. Je vous entends. Oui, je voulais te demander, donc tous les professionnels qui exercent à l'Institut Raphaël ont été reçus par toi et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui toquent à la porte pour venir exercer à l'Institut. Euh, dans la façon dont les personnes sont choisies, dans les critères de recrutement, j'allais dire, pour rentrer à l'Institut. À l'occasion d'une discussion, tu parlais bien sûr des compétences techniques, de l'expérience, mais aussi du coup du savoir-être et de cette volonté et cette capacité d'ouverture et de travail ensemble. Est-ce que tu confirmes ça? Comment ça se passe en fait quand tu reçois quelqu'un Bah, pour le... ouais, alors la première des qualités, c'est des qualités humaines, des qualités d'écoute, des qualités de présence. À la limite, je dirais, quelle que soit la technique. Parce que finalement, pour gérer un stress, pour gérer un trouble du sommeil, on a plein de compétences qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et donc, la première des qualités, c'est d'arriver à comprendre que finalement, on arrivera en santé intégrative si on arrive à s'inscrire dans un parcours et à ce que notre projet personnel d'épanouissement professionnel, il s'intègre dans un projet collectif. Et on a effectivement cette espèce de travers, mais qu'on rencontre en médecine, qui n'est pas propre aux paramédicaux, qui consiste parfois à croire qu'on peut tout faire tout seul. Moi, je peux traiter le sommeil, je peux traiter la douleur, je peux traiter le transit, je peux tout traiter en fait, comme s'il fallait se vendre. C'est le côté un peu marketing qu'on a imposé aux acteurs de santé précarisés, paramédicaux en ville, c'est-à-dire pour être bon, il faut se vendre. Alors qu'en fait, on peut être bon sans avoir à se vendre. Et c'est un système d'intégrer les bonnes personnes pour ce qu'elles savent faire, pour ce qu'elles savent être. Et donc, moi, je lutte un peu contre ce côté marketing de son offre de soins. Il n'y a aucune raison pour que forcément la réflexologie plantaire marche sur les violences conjugales. Ça peut être utile dans un parcours, mais on n'est pas obligé de tout savoir faire. Je pense aux magnétiseurs aussi, il y en a des superbes, mais c'est compliqué des fois le discours. Et on sait qu'en cancérologie, alors je pense pour toute la maladie chronique, on a besoin de cohérence dans le discours. Et c'est pour ça que les qualités humaines, dans le discours, ce qu'on va retenir, c'est ce qu'on dit tous, c'est 7%. Donc finalement, c'est cette présence, cette écoute, une manière, une envie de travailler ensemble. Et si je peux juste rajouter quelque chose, dans les organisations des établissements de santé de travail, pour éviter que ce soit les rapports de force qui régissent les uns et les autres, on a installé une espèce de hiérarchie pyramidale. Très bien. Donc finalement, des fois, la parole de l'aide-soignante, qui est celle qui a le sourire, qui pose la main sur le patient et qui rassure, elle est moins écoutée que celle d'un administratif qui est entre guillemets de rang supérieur. Et on a cassé l'initiative, on a cassé l'humanisation de notre système parce qu'on a installé cette espèce de hiérarchie qui, à certains égards, pour un process qualité peut être utile, mais qui, sur le plan humain, est assez destructrice. Alors finalement, le travailler ensemble, où on a une espèce d'intelligence collective, où chacun va trouver sa place, parce qu'il faut trouver la place à chacun, et où on va vraiment parler de tout, les problèmes qu'on rencontre. Par exemple, là, on a un programme troubles du sommeil. Donc, une naturopathe, une sophrologue, une kinésithérapeute, une ostéopathe se sont mises ensemble pour le fabriquer. Puis on s'est rendu compte finalement que dans les troubles du sommeil, vous aviez les insomnies, les troubles de l'endormissement, mais il y avait aussi l'apnée du sommeil. Alors il y avait une espèce de tendance première à rejeter la médecine du sommeil, et finalement il a fallu beaucoup travailler ensemble pour arriver à ce que chacun soit capable de faire un diagnostic d'apnée du sommeil, et que quand ce n'est pas de l'apnée du sommeil, il ne faut pas appareiller le patient, il ne faut pas avoir peur de revoir son alimentation, de travailler sur sa psychologie, de travailler sur l'addiction aux écrans, sur sa capacité à se relaxer, etc. Donc en fait, il y a une interacceptation qu'il faut fabriquer avec une organisation des systèmes qui est un vrai management intelligent.
Je pense que cette information-là, enfin, et puis toutes les autres, va grandement intéresser le réseau Ressenti, justement dans sa structuration et dans les recettes à mettre en place pour que cette alchimie subtile puisse naître dans les années à venir. Merci Alain pour déjà ce premier temps. On se retrouvera donc après les deux autres interventions pour des questions. Donc, du coup, là, on va passer à un autre exemple de travailler ensemble. Donc, Anne Portier est avec nous. Bonjour, bonjour Anne. Donc, Anne Portier est infirmière, naturopathe, présidente de l'OMNES, donc l'Organisation de la médecine naturelle et de l'éducation sanitaire, et bien d'autres choses encore aussi, un peu comme Alain. Est-ce que vous voulez compléter un petit peu cette présentation et partager avec nous l'expérience que vous avez à Montélimar, en fait, et comment vous avez exercé justement dans un établissement de santé? Comment vous avez amené petit à petit l'ouverture, comment s'est tissé le lien et comment vous avez pu arriver à travailler ensemble aussi dans une équipe du coup hospitalière? Oui, alors bon, c'est vrai que par rapport à la visite que j'ai faite à l'Institut Raphaël et que j'ai rencontré Alain donc en septembre, c'est vrai que enfin, moi, ça m'a un peu scotché. Si j'avais connu ça dans les années 90, quand j'ai commencé à l'hôpital de Montélimar, ça m'aurait bien plu. Alors, en fait, ce qui nous rapproche peut-être, c'est qu'en fait, moi, j'étais infirmière avant et que les infirmières, elles apprennent de toute façon à travailler ensemble. Il n'y a pas le choix, enfin, en hôpital, j'entends. Et du coup, quand je suis devenue naturopathe, pour moi, c'était important de continuer à travailler à plusieurs. Je dis toujours à l'Omnes, on est plus intelligent à plusieurs, et c'est vrai. Et ça, c'est vrai que Alain vient d'en parler pour le sommeil. C'est hyper important, justement, de se rencontrer en pluridisciplinarité. Si on rencontre que des naturopathes, on aura la même vision, la même lorgnette. Et moi, quand je suis arrivée à l'hôpital de Montélimar, c'était un petit peu hostile parce que c'était en 92 et c'est l'oncologue qui m'a fait rentrer dans l'hôpital parce que j'avais soigné ses enfants et c'est la première fois qu'ils avaient passé l'hiver sans rhino, bronchite, etc. Et du coup, la naturopathie l'intéressait. Donc, il m'a fait venir, il m'a un peu testé avec un malade qui avait été irradié 3 fois. Il avait une plaie atone et il n'y avait rien qui guérissait. Et j'ai essayé avec des méthodes naturelles et c'est vrai que ça a marché. Donc la plaie s'est refermée. Du coup, il m'a embauchée. Alors, ça n'a pas été simple parce que quand il m'a embauchée, en fait, après lui, les médecins l'ont fait partir de l'hôpital. Donc, c'était quand même compliqué. J'avais pas tout le monde dans ma poche, c'est clair. Et les plus contents, c'était donc l'oncologue qui le remplaçait, qui était content parce que je gérais les effets secondaires de la radiothérapie et de la chimiothérapie. La psychologue était contente parce qu'elle venait d'être embauchée aussi, donc ça nous permettait de voir ensemble, de discuter de certains patients, donc c'était plutôt pas mal. Les aides-soignantes et les manip radio étaient contentes, mais les infirmières, c'était plus dur parce que j'étais plus considérée comme infirmière. Et ça a été un peu plus difficile. Mais comme j'ai accepté de soigner le personnel, et bien petit à petit, j'ai fait mon trou et après, on m'a demandé de faire de la dictologie, puis de l'algologie. Donc, j'ai pu travailler dans plusieurs services de l'hôpital de Montélimar. Et j'en suis partie au bout de 17 ans, mais une infirmière naturopathe m'a remplacée et elle a fait 10 ans et là, elle vient de partir et une nouvelle naturopathe infirmière m'a remplacée. Donc, on continue de garder la place sur l'hôpital. Pour les malades, je pense que c'est bien parce que gérer les effets secondaires, ça ne se faisait pas du tout. Alors maintenant, ça se fait, on appelle ça les soins de support. Mais à l'époque, ce n'était pas connu et il fallait trouver des solutions. Alors moi, je dis souvent, ben voilà, il y a 800 000 plantes sur Terre, on va forcément trouver une solution et on trouvait des solutions ou pas. Mais globalement, le confort était toujours amélioré. Donc c'est ça qui m'a fait rester aussi longtemps. Enfin, j'y étais un jour par semaine. Voilà. Donc, pour gagner la confiance des uns et des autres, du coup, c'est passé par la discussion, par faire découvrir vos Oui. pratiques. Comment est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu plus en détail justement pour... En fait, ils avaient tous des petits bobos. Vous savez, les soignants sont des grands malades finalement. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et du coup, quand ils avaient un problème, ils me demandaient, alors avec tes petites herbes, avec tes petites huiles essentielles, est-ce que tu aurais quelque chose? Et effectivement,
Il y a toujours quelque chose. Et comme c'est des remèdes simples et qui agissent vite, c'est vrai que la confiance, elle est venue assez vite, effectivement. Et donc, oui, en termes de pratique ou d'éventail thérapeutique dans votre escarcelle, donc, parce que bon, naturopathe, c'est un mot, voilà, bon, je ne sais pas si on faisait un sondage, si tout le monde sait exactement ce qu'il y a derrière. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, oui, les différents axes sur lesquels vous travaillez, en fait? Enfin, les Bah, différents... la naturopathie, c'est global, c'est clair, puisqu'on intervient au niveau de la globalité de l'individu, hein, on prend tout en compte. Le patient, c'est pas simplement son corps physique, c'est son émotionnel, c'est son hygiène de, enfin, son histoire, etc. Maintenant, à l'hôpital de Montélimar, c'était plutôt axé sur les effets secondaires de la chimiothérapie et de la radiothérapie. C'était plutôt ça. Maintenant, comme j'avais un espace de parole dans mon bureau, c'est vrai que les gens, ils étaient contents de pouvoir parler, de pouvoir échanger, parce que dans les hôpitaux, et c'est encore comme ça, tout se fait dans le couloir. Les médecins ne prenaient pas forcément le temps de faire rentrer les gens dans les bureaux, parce que toujours débordés, etc. Et c'est vrai que là, ils avaient le temps de se poser, de parler, de dire ce qui n'allait pas, etc. Donc, c'était aussi un moment entre parenthèses. Et comme il y avait une psychologue embauchée en même temps que moi, c'était pratique aussi de pouvoir travailler avec elle. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres personnes qui ont été recrutées aussi dans le service, autres que Naturo, du coup, est-ce que ça s'est étoffé au fil des années Alors après, il y a la médecin du travail qui avait fait acupuncture et du coup, elle a été embauchée comme acupunctrice et elle a créé le centre ressources à l'extérieur de l'hôpital et elle s'occupe des soins de support également. Donc, il y a une psychologue, une acupunctrice et une naturopathe. D'accord, ok. Euh, du coup, par rapport à cette entrée de la naturopathie à l'hôpital, est-ce qu'on vous a demandé des comptes, entre guillemets, sur votre formation, sur la solidité de votre parcours? Et quel lien vous faites avec ce que l'Omnes a entrepris aujourd'hui sur le côté évaluation, en fait, enfin, sans passer directement au sujet de la table ronde d'après, mais le travail que vous avez entrepris au niveau de la reconnaissance, en fait, et de la structuration de la naturopathie au niveau de l'Omnes? Alors, ça n'a rien à voir. Enfin, à l'hôpital, j'avais un protocole, j'ai évalué aussi, je comptais mes actes tous les ans, etc., avec les améliorations. Je faisais mes statistiques, c'était obligatoire, hein, voilà, c'était un passage obligé. À l'Omnes, c'est différent. À l'Omnes, nous ne sommes que des naturopathes, on est 1500. Moi, je fais de la formation pour les naturopathes à l'Omnes parce que justement, il y a des choses qui ne sont pas enseignées dans les écoles de naturopathie, comme justement cette gestion des maladies chroniques. Alors qu'en fait, qui va voir les naturopathes? C'est justement des gens qui sont en échec avec la médecine officielle ou en errance. Et du coup, les naturopathes vont voir arriver dans leur cabinet des gens qui ont une problématique très compliquée. Et voilà, donc c'est pour ça qu'à l'Omnes, on forme sur des choses qui ne sont pas forcément faites dans les écoles, comme la maladie de Lyme, l'accompagnement au cancer, l'accompagnement à la douleur, l'accompagnement aux addictions. Tout ça, c'est très important pour pouvoir accompagner les gens. En fait, les naturopathes font de l'accompagnement, en gros. Mais tout, en fait, on est des généralistes quelque part, des généralistes des médecines complémentaires, des médecines dites douces, qui ne sont pas toujours douces d'ailleurs. Ça veut dire que pour l'entrée à l'hôpital, dans ce que vous avez raconté comme histoire, c'était une histoire de lien d'individu à individu et de confiance, en fait. C'est C'est un... toujours du réseau, c'est toujours du réseau. Si je n'avais pas soigné les 2 enfants de cet oncologue, je ne serais jamais allée. Moi, je n'avais pas envie forcément de retourner à l'hôpital. J'avais déjà travaillé comme infirmière longtemps et à l'hôpital, justement, et je m'étais dit, bah, maintenant que je suis naturopathe, je vais pouvoir enfin faire autre chose. Et en fait, j'y suis retournée, mais un jour par semaine. Dans ce travailler ensemble, quelle est la part enfin, quelle est l'importance de la confiance de personne à personne et de connaissance de la technique, en fait, entre l'individu et la technique? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à apprivoiser l'autre, en fait? Parce que c'est une question, même on entend bien dans ce que dit Alain, c'est des échanges petit à petit, se découvrir. Du coup,
est-ce que l'un est plus important que l'autre? J'allais dire l'individu est quelque part, peu importe la technique, ou la technique voilà, comment vous voyez ça? Non, mais c'est complémentaire. Moi, je pense que les gens savent bien en oncologie qu'on ne va pas leur passer de la grenadine dans les veines, hein, c'est quelque chose d'assez violent. Et si on peut adoucir le quotidien, si on peut améliorer le confort de vie, eh ben, tout est bon à prendre. Mais je pense qu'on est complémentaires. Moi, je ne l'ai jamais vu comme une opposition. D'accord. Après, il y a des choses qui ont changé. Quand moi, je commençais à parler d'alimentation après les traitements, parce que pendant les chimios, c'est hors de question de parler d'alimentation, parce qu'il y a des goûts, il y a des attirances, on peut pas commencer à aborder l'alimentation comme ça. Et quand je commençais à l'aborder, les gens me regardaient avec des gros yeux en me comprenant pas du tout pourquoi l'alimentation aurait eu un rapport avec une prévention quelconque. Et plus les années passaient, et plus les gens changeaient. Il y a eu le livre de Servan-Schreiber, il y a eu des tas de choses, il y a eu des scandales de la fin du XXe siècle. Et du coup, les gens, après, ils changeaient, ils lisaient des choses, ils arrivaient, ils disaient, bon, ben voilà, j'ai un cancer, on va me faire de la chimio. Qu'est-ce que vous me proposez au niveau alimentation, au niveau hygiène de vie? Alors là, j'en étais... enfin, j'étais très admirative, mais c'est vrai que c'est venu petit à petit. Donc ça veut dire que vous constatez une évolution dans la demande des Ah patients. oui, mais bien sûr, bien sûr. Avant, il y avait peut-être 30% des gens qui consultaient un parallèle entre guillemets, et maintenant, c'est beaucoup plus important. C'est D'accord. 70 à 80%. Merci pour cette première partie de témoignage. Je vais revenir vers vous après avec des questions. Donc Isabelle Célestin est avec nous aussi ce matin pour un partage d'expérience et un travailler ensemble un petit peu différent du coup. Donc Isabelle est psychologue, directrice de l'IFPPC, l'Institut français des pratiques psychocorporelles, fondatrice de l'association qui est en train de voir le jour, Health United. Est-ce que Isabelle, tu veux compléter pareil un petit peu ce portrait déjà de toi et puis donc nous parler de, voilà, au niveau IFPPC et Health United, le travailler ensemble, en fait, quelle forme ça prend et qu'est-ce que vous essayez de mettre en place aussi pour aider à cette structuration et à ce travail ensemble? Oui, ben, je vais poursuivre sur ce sujet-là, justement, à partir du groupe, que ce soit le groupe de l'IFPPC, le groupe de Health United pour continuer à présenter. Je voudrais remercier d'abord le réseau Ressenti de cette invitation. Je trouve ça vraiment très intéressant qu'on puisse comprendre et voir et connecter, émailler tout ce qui se passe un petit peu partout dans les différentes régions. Et ça touche exactement ce que je vais aborder justement sur le travail qui est déjà mis en place pour Health United et puis le travail de l'IFPPC. Alors, je vais présenter un cours PowerPoint. Je suis très visuelle et donc je vais parler aussi à partir de quelques images de ce travail-là. Et j'espère comme ça que vous verrez aussi un peu plus clairement cette constitution, cette réflexion sur la pluridisciplinarité. Parce que la santé intégrative, dans tout ce qui a été abordé, il y a tous les éléments, c'est au moins un tripode. Il y a les éléments des pratiques complémentaires. On vient d'entendre parler de naturopathie, on peut entendre parler de sophrologie, d'acupuncture, enfin toutes les pratiques. Ce qui a été dit par Alain Toledano tout à l'heure, la relation, bien sûr que ça c'est un socle extrêmement important, le savoir-faire et le savoir-être, et que le pouvoir thérapeutique de la relation est quelque chose de très important. Et le troisième axe, ça va être la pluridisciplinarité, et c'est ce que je vais aborder parce que on a tous envie, c'est très inspirant. Bon, ensuite, comment on fait, comment ça s'organise? Donc moi, je vais présenter comment on s'y colle à l'IFPPC, qui est une structure qui a été conçue et que je vais présenter, qui a été conçue il y a à peu près il y a 12 ans et qui est conçue sur une ouverture. On a des centres, mais qui sont toujours en connexion avec les hôpitaux, avec les maisons de santé, avec les libéraux qui sont autour, parce que je pense que la santé intégrative, comme ça a été dit dans le premier topo,
La santé intégrative, c'est vraiment cette connexion ville-hôpital, le patient au centre, et comment on arrive à créer quelque chose réellement autour du patient, dans quelque chose de bon sens. C'est-à-dire qu'effectivement, si ça peut se passer dans un même lieu, c'est formidable. Et puis parfois, voilà, on va créer des équipes qui vont être dans une certaine proximité, dans une région, dans une ville. Et puis, je vais expliquer donc pourquoi le travail aussi avec Health United. Alors, je vais partager l'écran. Alors, la santé intégrative, comme j'évoquais, c'est aussi pour nous, et dans l'expérience de l'IFPPC et de cette association sur la santé intégrative Health United, c'est aussi vraiment un travail de lien, que ce soit avec les professionnels de la santé, avec les patients, mais aussi pour nous avec ceux qui dirigent, ceux qui impulsent dans les hôpitaux, dans les services, les qualiticiens, parce qu'il y a souvent de l'incompréhension entre les équipes et puis ceux qui impulsent, ceux qui organisent, parfois une communication à améliorer entre justement les patients, les professionnels. Et donc l'idée, c'est aussi de rassembler tous ces intervenants qui vont avoir leur importance pour le patient. Alors l'Institut français des pratiques psychocorporelles, c'est un institut, donc IFPPC, Centre Camkis. On regroupe une équipe de psychothérapeutes qui sont à la base donc médecins, psychologues et infirmiers. C'est une équipe de formateurs, médecins, psychologues, infirmiers également, et de chercheurs, parce que quand on parle des pratiques complémentaires, bien sûr, il y a aussi toute une réflexion à avoir sur analyser l'efficacité, avec une réflexion de notre côté qui est une analyse de l'efficacité qui prend aussi ses racines dans l'analyse classique de la médecine conventionnelle, et aussi à travers le discours subjectif des patients, notamment en prenant exemple sur tout le travail de Claire Petit-Mangin sur l'analyse de ce que le patient vit. Donc, on va mettre en commun à la fois des éléments très quantitatifs et des éléments très qualitatifs et qui viennent du patient. Et ça aussi, c'est important dans la recherche de voir comment on peut réfléchir à des modèles qui prennent bien racine dans la médecine conventionnelle et les modèles de recherche habituels, et de nouveaux modèles qui sont des modèles où on va justement analyser ce que le patient ressent et la qualité de vie. L'association Health United, c'est une association donc qui vient d'être créée et qui est une association qui a pour but de promouvoir, de structurer et de développer la santé intégrative et les pratiques complémentaires. En fait, nous, on est en train de créer et d'en parler maintenant, mais sur un travail qui est déjà fait. Et ce que je vais évoquer rapidement, c'est le côté très enthousiasmant de travailler effectivement de région en région. On a des groupes de travail territoriaux dans chaque région, en France, en métropole et hors métropole, et en Europe. Tout à l'heure, il va y avoir une intervention sur justement les perspectives européennes en Europe, puisqu'on a démarré donc avec l'Espagne, voilà, et la Suisse, et on va continuer avec l'Allemagne, l'Ukraine, et puis des connexions à l'étranger avec évidemment d'autres pays, les États-Unis, la Russie, Israël. Avec un baromètre de la santé intégrative, chaque année, donc on regroupe des référents de chaque région qui ont travaillé autour de ce qui se passe autour de chez eux, d'un point de vue régional, avec, comme j'expliquerai tout à l'heure, des questionnaires, mais aussi une analyse des best practices. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a des initiatives dans certaines régions magnifiques qui sont méconnues dans la région d'à côté, qu'il y a des idées qui sont extrêmement inspirantes dans le domaine de l'oncologie, méconnues dans le domaine de la psychiatrie. Et l'idée, c'est vraiment de mailler le meilleur et de faire ressortir justement ce meilleur. Et puis, donc, avec tout un travail sur lequel nous travaillons avec différents intervenants sur le label de la santé intégrative, parce qu'il y a beaucoup de questions qui viennent du terrain, des patients qui appellent, mais qui je peux aller voir? J'ai déménagé, je vais dans telle région, ou j'ai mon frère, ma sœur qui me demande qui est dans telle région, qui je peux aller voir? Ou des professionnels qui ont envie aussi de savoir quels sont les services qui sont réellement intégratifs
parce qu'ils vont bouger ou parce qu'ils ont envie de travailler avec leur domaine d'expertise de base et avec aussi donc les pratiques complémentaires qu'ils utilisent. Ils ont envie de travailler dans ces hôpitaux. Donc le label permet de savoir qui fait quoi, qui est vraiment en santé intégrative, parce que je pense qu'il est très important de baliser le terrain. Juste par une toute petite question sur tout à l'heure, là, on voyait dans les deux autres témoignages que la notion de confiance entre les personnes était importante. C'était Oui. beaucoup des relations d'individu à individu. Est-ce que ça veut dire que ce label vise aussi à rassurer quelque part un peu tout le monde, quelque part, et à favoriser cette confiance et ce lien entre les gens? C'est ça, parce que c'est un label avec une certification qui a été pensée justement pour bien analyser comment travaille le libéral ou le service. Et donc, ça permet à des patients de savoir que le professionnel adhère à une charte. Et ça ne veut pas dire que ceux qui n'adhèrent pas ne sont pas de bons professionnels, mais en tout cas, ceux qui adhèrent à cette charte et qui sont labellisés vont considérer que c'est important d'utiliser, par exemple, le meilleur de la médecine conventionnelle et le meilleur des pratiques complémentaires. Ça va être l'idée aussi que le patient, on va ajuster, on va adapter, on va personnaliser le plus possible le parcours, par exemple. Donc, c'est une garantie déjà que le soignant qui va être rencontré, que ce soit en libéral ou que ce soit à l'hôpital, a déjà une démarche à différents niveaux. Ça peut être parfois au niveau de la communication, hein, c'était évoqué tout à l'heure par Anne à l'hôpital, hein, beaucoup de choses importantes se disent dans les couloirs et toute la communication qui est si importante, dont ces professionnels, si on va les voir, on sait qu'il y a déjà une réflexion par rapport à ça. Alors l'IFPPC, donc notre groupe est un groupe donc qui s'est constitué en 2012. On travaillait déjà ensemble, mais il y a eu une volonté de créer des centres à partir de notre travail, donc avec des thérapies, des formations que nous proposons à des professionnels de la santé et à des non-professionnels de la santé également, la recherche et un think tank. Ben, le think tank, un peu comme on fait maintenant, c'est-à-dire que c'est vraiment rassembler des personnes qui réfléchissent à l'amélioration de la santé, à l'amélioration des soins, à l'intégration voilà, du patient un peu plus dans les prises de décision, par exemple. C'est toute une équipe. Là, vous voyez une petite partie. Comment on travaille ensemble? Eh bien, on travaille avec une intention de connexion, de parler autour du patient, de pouvoir trouver des pistes. Ici, vous voyez l'équipe donc parisienne, l'équipe d'Eure-et-Loir, puisque nous avons un centre aussi en Eure-et-Loir, mais une équipe ouverte avec nos collègues chercheurs de l'Académie de psychiatrie de Moscou, avec l'équipe de Duke en santé intégrative qui est là, l'équipe américaine, nos collègues espagnols aussi qui nous avaient rejoints. Et donc, notre travail est de rassembler une réflexion autour de la clinique, parce qu'on est d'abord des cliniciens, autour de la formation, puisque nous formons dans différentes pratiques complémentaires, et autour de la recherche. Et tout ce travail-là crée un cercle vertueux, parce que la recherche nous permet de cibler un peu plus dans certains domaines, la clinique permet de penser à certaines recherches et de nourrir aussi la formation à la fois par la recherche et par la clinique. Alors nous, notre façon de travailler ensemble, c'est vraiment d'intégrer le meilleur des soins de la médecine conventionnelle et ceux des thérapies complémentaires. Hein, la notion de santé intégrative en elle-même, elle va indiquer comment travailler. On intègre, on n'est pas dans l'opposition ville-hôpital, on est vraiment comment on peut travailler ensemble avec tous les usagers et dans un parcours de soins où on va assembler des pratiques issues de la médecine conventionnelle et des pratiques complémentaires qui vont faire l'objet d'une évaluation scientifique sur leur sécurité, leur efficacité, avec différents niveaux de scientificité. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des études qui vont être randomisées dans certains domaines, mais il y a aussi d'autres pratiques. Il y a un début déjà d'évaluation de l'efficacité, et ça, c'est suffisant pour être intégré. Alors nous, on met le patient au centre. On a une roue de la santé intégrative qu'on a partagée avec l'université de Duke sur le modèle qu'ils ont établi. Le patient est au centre et autour, il y a différentes pratiques. Et donc, qu'est-ce qui va être les meilleures ou la meilleure pratique pour aller travailler sur
les intentions, les objectifs. Donc, ça va être expérimenter d'autres états de conscience, traverser ses émotions, respirer consciemment. Ça a été évoqué tout à l'heure, l'importance de l'hygiène de vie, travailler sur l'alimentation, comprendre son sommeil ou pratiquer une activité physique. Ça peut être sur les aspects relationnels, ça peut être sur une posture d'équilibre. Donc, on va vraiment associer à la fois, on va tenir compte du corps, de l'esprit et développer une approche personnalisée et avoir aussi une prise en compte des aspects du mode de vie de la personne. Notre façon de travailler ensemble, c'est tout ce que nous proposons aux patients. Nous allons le tester nous-mêmes et voir comment on le met en place dans la vie. Parce que c'est facile, on est tous très forts pour donner de bons conseils aux autres, aux patients, aux usagers. Est-ce qu'on arrive à mettre en place dans nos vies ce que l'on propose et comment on peut utiliser ces pratiques? Aussi en prévention de la fatigue pour pouvoir respirer, parce que c'est pas si simple d'entendre aussi en permanence quand on est dans le soin notamment la douleur et la souffrance des patients que nous recevons. Donc il y a un travail aussi. On peut démarrer la journée certaines fois en faisant une petite méditation ensemble ou des séances d'auto-hypnose ensemble. Donc tout ça, ça nous a amené à rencontrer, à réfléchir avec différents praticiens de différentes régions et de se rendre compte que le maître mot, c'était quand même l'interdisciplinarité. Comment on arrive à travailler ensemble, même sur quel support? Est-ce qu'on parle au téléphone? Est-ce qu'on se voit physiquement? Est-ce qu'on utilise une plateforme? Et donc, comment une équipe peut apporter à l'usager tous les soins nécessaires qui proviennent de la médecine conventionnelle ou de la médecine complémentaire, des pratiques complémentaires. Donc, notre question pour la création de l'association de santé intégrative Health United, ça a été comment on organise tout ça. Parce que la pluridisciplinarité implique l'idée d'un partenariat, d'une collaboration. On a souvent l'impression que la mise en commun de plusieurs disciplines aille de soi en se disant on va compter sur le bon sens et sur un fonctionnement tacite. C'est pas si sûr que ça fonctionne comme ça aussi bien. Alors, notre association, elle est là aussi pour réfléchir comment on peut penser, organiser, structurer cette collaboration, cette intégration et cette pluridisciplinarité. Et on a commencé donc par un colloque Healthy People, Healthy Planet, qui a eu lieu en octobre. On avait la chance d'avoir certains d'entre vous, Laurence Verneuil, Christine Bellhomme, Alain Toledano et d'autres encore, sur l'empathie et la santé intégrative. Et à partir de ce colloque, on a monté des groupes de travail qui ont permis de créer l'association. Et la deuxième partie, donc, qui a lieu les 4 et 5 juin à la Cité des Sciences, si le temps le veut, sinon ce sera en Zoom probablement, sur ces questions-là, permettra de faire un point de tout ce qui a été travaillé dans les différentes régions. Alors, pour terminer, nos actions de l'IFPPC et de Health United, ça a été pour travailler ensemble en réseau. Ce congrès qui a permis donc un travail collaboratif qui a démarré sur 9 mois de groupes régionaux en métropole, hors métropole et en Europe. Un congrès aussi sur l'île de la Réunion avec voilà, c'était très ensoleillé, très intéressant de partager à nouveau avec nos collègues réunionnais. Un compagnonnage sur la réflexion sur la santé intégrative. Beaucoup de centres nous ont appelés pour voir comment on pouvait travailler sur le label, comment on pouvait mutualiser aussi des réflexions, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans la formation. La création de Health United et le label de santé intégrative. Donc, notre réflexion dans cette association, c'est d'avoir une idée des cheminements de chacun, de réfléchir ensemble sur le cheminement, d'avoir des modèles inspirants qui font appel à l'intelligence collective. Et l'intelligence collective, pour rappel, ça désigne la capacité d'une communauté à faire converger intelligence et connaissance pour avancer vers un but commun. Elle résulte de la qualité des interactions entre ses membres. Donc ça, c'est essentiel. Donc j'ai vraiment plaisir à partager ce matin parce que, encore une fois, on est dans cette pluridisciplinarité avec nos groupes différents à réfléchir comment on va pouvoir connecter, mailler et travailler de façon intelligente ensemble. Et ça a été très inspirant, toute la première partie des groupes territoriaux. Isabelle, je me permets d'intervenir en tant que maître du temps. Il nous reste 5 minutes.
Ah ben, je vais terminer en 3 minutes, mais tu as raison parce que j'ai un rapport au temps qui nécessite, qui nécessite ce rappel. Je termine en 3 minutes. Alors, les groupes territoriaux qui ont démarré donc après le colloque, ça a été le lancement donc d'une initiative territoriale sur la santé intégrative qui finalement rend honneur aux plus de 30 années de pratique et de recherche en France. Il y a plein de choses dans plein de régions différentes, plein de belles idées, et on a eu un enthousiasme des référents de Health United dans les régions très fort, et que ce soit à la fois pour des pratiques thérapeutiques, mais aussi pour des pratiques de prévention. Le travail effectué, pour vous donner donc quelques idées, on a travaillé ensemble, grand partenariat aussi avec Christine et Allier Santé. Alors d'abord sur les questionnaires pro, on a eu plus de 300 questionnaires remplis par des professionnels de toutes les régions. Plus de 600 personnes ont participé et ont rempli une partie, et 300 questionnaires remplis complètement dans une analyse de ce que chacun fait dans chaque région. Donc vraiment, on les a remerciés fort. On est dans le lancement des questionnaires usagés, on attend plus de 1000 réponses, et on travaille sur les best practices dans les régions, les bonnes pratiques, avec ce que j'évoquais tout à l'heure, des personnes qui ont réalisé des choses en psychiatrie passionnantes, et il faut réfléchir comment on peut intégrer ça dans la douleur chronique, des expériences dans la douleur chronique très inspirantes par rapport à l'oncologie et vice-versa. Et donc des modèles qui apparaissent qui sont très intéressants. Et donc notre travail est de faire un baromètre de la santé intégrative chaque année pour voir ce qui évolue, pour casser aussi quelques fantasmes, parce que parfois on se dit finalement il y a peu de médecins. On a à peu près 45% de médecins qui ont répondu et qui sont prêts et qui sont complètement dans la pratique intégrative. Évidemment les infirmiers qui sont en libéral, qui sont à l'hôpital. Et donc, ça nous a permis aussi d'avancer donc sur cette question de la labellisation, avec une très forte demande sur cette labellisation qui permet donc de labelliser des services hospitaliers, des libéraux et des maisons de santé. Et donc, pour conclure, ces pratiques complémentaires, loin d'être des techniques, elles sont un art de la communication et de la relation. Et ce que disait tout à l'heure Alain, c'était très intéressant. Au lieu de faire du marketing et d'essayer de prouver que sa pratique est la meilleure, il ne faut pas être dupe. Bien sûr qu'il y a des éléments de la technique en elle-même qui sont extrêmement précieux, extrêmement efficaces, mais la façon de communiquer, la relation va être aussi essentielle. Notre domaine, ce n'est pas une nouvelle école, mais c'est une méthode qui peut emprunter librement ces instruments, différentes approches et conceptualisations. Et je trouve que notre pratique qui permet de mettre en perspective différentes pratiques pousse à sortir des techniques ou des méthodes pour se pencher sur les aspects relationnels, distinguer l'essentiel de l'accessoire, sortir du dogme. C'est pas nouveau, ça a déjà été dit par les premiers thérapeutes de notre ère, les thérapeutes d'Alexandrie. Quand on sort du dogme, des techniques, de l'idéologie, on revient à l'être. Voilà, j'ai terminé. Merci Isabelle. Du coup, on va passer aux questions, voilà, toutes les personnes qui nous écoutent, juste pour peut-être ouvrir le bal des questions et laisser à chacun le temps de bien les poser par écrit dans l'espace dédié questions et réponses. Moi, j'aurais une question à vous poser. Est-ce que chacun en une phrase, donc Anne, Alain, Isabelle, quel conseil, vraiment en une phrase, très synthétique, vous donneriez au réseau Ressenti par rapport au projet qui a été rappelé en introduction là, sur ce travailler ensemble? Qu'est-ce qu'il est important pour vous de prendre en compte pour que ça puisse fonctionner en fait? Je vous prends au piège, hein? Non, pas du tout. Alors, moi, oui, comme c'est de la santé intégrative, je ne vais pas faire original. Je pense qu'intégrer le maximum de différences. La force se situe dans la différence. Ok. C'est la complémentarité qui est très riche en fait. On l'a fait dans le dispensaire de soins naturels, là. On apprend beaucoup des autres. Oui, moi je dirais aussi la complémentarité et faire un vrai pas chacun, c'est-à-dire que les plus scientifiques et ceux qui sont dans la clinique avec des pratiques qui ne sont pas encore forcément évaluées, pouvoir se rapprocher et intégrer le meilleur de la science et le meilleur des aspects cliniques. D'accord.
Donc, je ne sais pas au niveau des questions du public. Stéphane va prendre la parole. Alors j'ai Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a des alors questions? j'ai une question de Audrey Arguy. Donc, ne serait-il pas opportun de faire de la communication positive à l'intention de tous les projets de CPTS qui voient le jour sur le territoire? Puisque effectivement, Isabelle Célestin Lopiteau travaille au CPTS Sud 28. Et c'est surtout pour avoir son retour d'expérience, puisque du coup, cette dame est membre du CPTS 92 de Suresnes, qui est tout récent, et elle est chiropracteur. Elle est au collège acteur de santé. Et là, son question, c'est comment favoriser le maillage territorial global interdisciplinaire pour optimiser les résultats des usagers. Je peux dire quelques mots de l'expérience de la CPTS Sud 28, mais je pense que cette question, elle est très bonne parce que la CPTS correspond très bien. Juste ce que c'est que la CPTS. La CPTS, c'est la communauté professionnelle territoriale de santé. Et donc, les CPTS sont là pour mailler et justement la ville et l'hôpital, les structures publiques, les structures privées et les praticiens de pratiques complémentaires sont intégrés. Donc, ça fait groupe. Et donc, la question contient pour moi en elle-même la réponse, c'est-à-dire que c'est un très bon modèle intégratif, la CPTS, parce qu'il y a un maillage. Le groupe est un garde-fou aussi et permet aussi de voir comment chacun peut travailler. Et le groupe permet, en bonne intelligence, on se rassemble autour d'une plateforme sécurisée. On peut s'appeler, mais on peut échanger autour du patient, avec le patient, autour d'une plateforme sécurisée. Et donc, les communications sont facilitées. Alors, moi, notre expérience de l'IFPPC, donc en Eure-et-Loire, en Sud 28, c'est très intéressant parce qu'on a un centre à Paris et un centre en Eure-et-Loire. L'Eure-et-Loire est un désert médical. Et ça suscite encore beaucoup plus de créativité parce qu'il faut vraiment trouver des solutions pour travailler intelligemment ensemble. Et on a participé à la création de la CPTS et on y participe en tant que membre et clinicien. Et donc, par exemple, il y a des réseaux, des parcours de soins qui se mettent en place pour les patients souffrant d'obésité ou souffrant de douleurs chroniques. Voilà, pour ces patients, il y a une prise en charge et ils vont avoir des séances qui sont prévues avec la sophrologue, les spécialistes de l'APA, de l'activité physique adaptée, avec nous autres qui proposons l'hypnose, la méditation, en groupe ou en individuel, et puis avec la diététicienne. Et donc, il y a tout un maillage autour du patient qui lui permet d'avoir des outils, d'être autonomisé le plus possible, et puis avec des éléments très intéressants puisqu'on évalue avec le patient l'efficacité des prises en charge. Parce qu'il y a des choses qui vont être très intéressantes et puis des choses qu'il faut adapter. Et donc, chaque année, on peut ajuster et adapter le type de parcours pour les patients. Avec une prise en charge, ce qui est intéressant aussi pour nombre de patients. Et puis, pour d'autres patients, il n'y a pas forcément de prise en charge. Ça va dépendre, voilà, si c'est un réseau qui est déjà constitué ou pas. Et donc, on apprend à se connaître. Et donc, comme on se connaît, c'est ce que disait Alain tout à l'heure, quand il y a une annonce qui est pas simple, parce que quand on est somaticien, effectivement, qu'il y a une annonce de quelque chose de psychologique, qui, comme ça a été évoqué tout à l'heure, tout de suite, on est en lien avec les psychologues, avec nous autres, et on peut échanger pour travailler vraiment intelligemment avec le patient. Donc, la CPTS est un modèle intégratif et nous recommandons, et dans Health United, on travaille avec énormément de CPTS pour justement mailler et voir tout ce qui se fait. Je ne sais pas, est-ce que Alain, Anne, vous avez un lien ou des expériences avec les CPTS sur les territoires où vous êtes Non, je ne savais pas que ça existait. Merci Isabelle. Alors, Isabelle décrit une CPTS particulièrement dynamique et intégrative. Toutes ne sont pas aussi intégratives et toutes ne laissent pas forcément autant de place aux praticiens non professionnels de santé, par exemple, qui sont parfois intégrés dans certaines et parfois pas, selon les territoires.
Oui, Alain, tu voulais... Non, je trouve l'expérience très utile pour tous et ça sera aussi une innovation. Mais c'est vrai que de temps en temps, les médecins excluent malheureusement les autres professionnels de santé. Et puis de temps en temps, c'est l'inverse. On a l'impression qu'on va organiser des réseaux alternatifs. C'est vrai, Je pense qu'il faut lutter dans un sens comme dans un autre. c'est clair. Je ne sais plus lequel de vous deux, de Et vous c'est deux. vrai que moi, je vois bien au niveau des naturopathes, c'est vrai que dans les médecines complémentaires, on a tendance à critiquer, un peu de caricaturer la médecine. Et quand on a fait partie de ce réseau Lyme sur Drôme-Ardèche, avec Patricia d'ailleurs, on s'est aperçu que les généralistes, eh ben, ils en bavaient par rapport aux spécialistes, par rapport à l'hôpital, par rapport aux pharmaciens. En fait, chacun vit dans un inconfort permanent et on s'est mis à mieux se comprendre et à mieux travailler ensemble. Et ça, c'est vrai que c'était une belle expérience. Alain doit nous quitter. Merci de ta présence et de Je ton reviens partage. tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On a le temps encore, peut-être pour une ou deux questions. On avait un complément aussi là-dessus de la même personne, hein. C'est quelle est cette liberté d'action autour de l'AMCA? Donc, je ne sais pas si vous connaissez, parce que moi, je viens de l'apprendre. Donc, c'est l'Agence des médecines complémentaires et alternatives qui est assez récente et qui se positionne comme l'agence de régulation de nos pratiques. Oui, c'est le début. C'est le début et c'est complexe. Alors, l'OMNES a pris contact avec eux. On a déjà eu 2 colloques au ministère de la Santé, un en présentiel et un en Zoom cette année. Mais c'est vrai que c'est… Donc, il y a toutes les histoires de dérives sectaires, de Miviludes, etc. Donc, l'OMNES s'est positionné. On doit les rencontrer très prochainement. Isabelle, oui, tu veux... Oui, moi je peux dire un mot. Euh, que ce soit Health United ou l'IFPPC, nous, on va se positionner de façon extrêmement complémentaire, c'est-à-dire que l'AMCA semble être un réseau qui est assez politisé, puisque beaucoup de références au gouvernement actuel, et puis qui va se positionner souvent avec une façon de dire pour ou contre. Et qui est plutôt nationale. Nous, on se positionne à partir des territoires, hein, comme vous l'avez compris, à partir des régions, pour faire émerger quelque chose du terrain, des cliniciens, des chercheurs et des formateurs aussi du terrain, et pour mailler tout ça, mais pas sur le plan national d'abord, vraiment en partant des aspects régionaux, et en se situant clairement de façon apolitique. Voilà. Oui, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une Oui, autre question? merci. Oui, une petite question rapide. On parlait de questionnaires tout à l'heure. Il nous est demandé là, les questionnaires qui sont envoyés aux usagers, est-ce qu'ils sont déjà disponibles et en libre accès? Oui, ils sont disponibles et en libre accès. Ils vont être accessibles sur le LinkedIn de l'IFPPC, sur le Facebook de l'IFPPC, et on va faire un envoi mail voilà, dans le week-end ou dès lundi matin. Donc, si vous voulez déjà répondre, c'est à partir du LinkedIn de l'IFPPC et le Facebook de l'IFPPC, avec un relais, bien sûr, parce que c'est une collaboration avec Allier Santé et Christine Bellhomme. Hein, le questionnaire a été construit à partir de cette réflexion commune, et donc sur Allier Santé aussi, je pense Facebook, LinkedIn et les mailings. Voilà. Et sinon, je peux laisser le mail de l'IFPPC, où on verra avec Ressenti pour que vous puissiez contacter et participer. D'accord, très bien, merci. Et du coup, dans le cadre des CPTS, là, j'ai un praticien qui pose la question pour les praticiens non professionnels de santé, quelle est la démarche à faire pour intégrer un centre pluridisciplinaire? Parce que pour lui, c'est pas très clair quand on va sur les sites. Je peux en dire quelques mots. Alors, en parlant de la CPTS Sud 28, justement, pour moi, ça a été très intéressant en développant donc,
Isabelle, je me permets de réintervenir. Il reste 1 minute pour respecter notre minute. Ok, merci. Donc très rapidement, les professionnels qui ne sont pas professionnels de la santé, les praticiens de santé intégrative qui ne sont pas professionnels de la santé, bien sûr qu'ils ont une valeur et ils font partie du maillage qui doivent être mis en place. Dans la CPTS Sud 28, ils sont là et ils participent justement à la réflexion et aux décisions par rapport au parcours de santé, donc que ce soit l'APA, la méditation, à la fois les professionnels de santé et les non-professionnels de la santé qui peuvent être spécialistes des pratiques complémentaires vont être associés et il y a toujours un médecin ou une infirmière ASALE ou une infirmière une IPA de pratique avancée qui sera dans le parcours pour l'organiser. Mais bien sûr que tout le monde a sa place. D'accord, merci beaucoup. Ben, écoutez, merci, merci Anne, merci Isabelle de ce temps passé, de ce partage d'expérience.